Bienvenue dans Conversation avec, le podcast où nous explorons les idées, les engagements et les parcours qui façonnent nos sociétés. Je suis Gina Nzengue et aujourd'hui nous braquons nos projecteurs sur un fléau invisible mais bien réel au Gabon, le pressing, autrement dit le cyberharcèlement. Derrière chaque écran, des insultes virulentes, des menaces anonymes et des campagnes de dénigrement qui provoquent isolement, détresse psychologique et dans les cas les plus extrêmes, des drames irréversibles. Pour décrypter les mécanismes de ce harcèlement numérique et mesurer l'urgence d'une législation adaptée, j'accueille Boursier Tchibinda, journaliste, communicant et expert des médias. Au fil de notre discussion, nous aborderons les origines et les formes du pressing au Gabon, les impacts concrets sur les victimes, les limites du cadre légal actuel et les réformes urgentes à adopter afin que les stratégies de prévention et de riposte soient performantes. Retrouvez cet épisode sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et bien sûr sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Parce qu'il est temps qu'on en parle sans filtre. La conversation avec Boursier Tchibinda démarre maintenant. Bonjour Boursier, comment tu vas? Bonjour Gina, je vais bien. Je suis vraiment honorée et très ravie de te recevoir dans ce podcast, même si c'est pour une thématique vraiment très grave, mais je suis contente que ce soit toi qui as accepté de discuter de ça avec moi. Plaisir partagé et en espérant justement que cet échange pourra apporter des lumières sur le sujet. J'en suis sûre. Alors, quand t'es-tu rendu compte que le cyberharcèlement n'était pas qu'un buzz, mais était un véritable fléau dans notre pays? Alors déjà, avant de donner comment cette notion est apparue, il me semble assez pertinent de quand même définir ce on entend par cyberharcèlement. En fait, on a juste ajouté cyberharcèlement pour dire qu'on transpose des mécanismes de harcèlement sur la toile Sur Internet. utilisant les procédés numériques justement qui permettent aujourd'hui de pouvoir parler de cette notion de cyberharcèlement. L'autre élément sur l'apparition de ce phénomène, je pense qu'on l'aura tous constaté. Le phénomène est apparu avec la croissance des médias sociaux, donc des premières plateformes des réseaux sociaux en ligne, notamment avec Facebook, qui est aujourd'hui l'une des plateformes les plus utilisées, et TikTok aussi. Donc, Oui. ce phénomène s'est développé, s'était développé ces dernières années, notamment dans l'espace web numérique gabonais, grâce à l'avènement des réseaux sociaux et grâce au fait qu'en fait, plusieurs utilisateurs, même ceux qui n'ont pas l'âge, parce qu'il faut préciser que lorsqu'on doit utiliser un réseau social, il faut avoir un certain âge. Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs mentent sur le principe de l'âge et créent parfois des profils pour pouvoir exister sur l'espace numérique et parfois être des objets, des personnes qui sont poursuivies comme des cibles sociales pour les personnes qui pratiquent le cyberharcèlement. Alors, selon toi, quels sont les types de publications qui sont qui déclenchent les attaques les plus virulentes? On a plusieurs styles de publications sur les réseaux sociaux. Alors, Pour toi, c'est lesquels? De base, en fait, parce qu'il faut pouvoir identifier d'où vient la menace du cyberharcèlement, je dirais que la quasi-totalité des publications peut faire l'objet justement d'un cyberharcèlement. Mais et je pense que les contenus vidéo sont les plus aptes à pouvoir exposer les personnes au cyberharcèlement. Et il y a aussi la question des conversations privées. Je pense que pour la plupart des cas, je ne sais pas si c'est du cyberharcèlement, mais moi, il m'est arrivé où des gens m'écrivent, me racontent des histoires, me demandent de l'argent. Je considère que c'est à titre personnel comme du cyberharcèlement. Donc, il y a la question des contenus, donc vidéos, photos. Souvent des photos où parfois on expose un petit peu parfois sa vie, parfois entre griffes sa nudité et parfois autre chose. Donc, il y a aussi le fait que ce cyberharcèlement prend forme dans les conversations qu'on entretient avec des personnes qu'on ne connaît pas nécessairement ou que parfois on connaît, mais on est agréablement surpris de savoir que ces personnes peuvent manifester de telles appétences envers des internautes connectés derrière. Et c'est totalement vrai ce que tu dis, parce que je pense que chaque année au moins, on a un drame dans ce style-là, Oui. où des vidéos en fait tournées dans la sphère privée se retrouvent ensuite sur la toile. Exactement. Et on ne sait jamais en fait qui les a postées là, et elles ont pour caractéristique le fait qu'elles détruisent littéralement la vie des personnes qui sont exposées, quoi. Surtout que très souvent, les vidéos étaient publiées dans un cadre privé. Oui. Et parfois, il y a le petit frère, l'ami qui souhaite partager la vidéo. Écoute, envoie-moi la vidéo, je veux la regarder à la maison. Arrive à la maison, c'est un autre utilisateur qui va prendre le téléphone, qui peut la mettre en ligne, qui peut la partager. Donc, ça me rappelle une notion de ce qu'on appelle l'itinérance des contenus. C'est-à-dire, c'est de voir
d'où provient le contenu et où il atterrit. En fait, c'est hyper important lorsqu'on publie sur la toile, même lorsqu'on n'est pas forcément exposé à un acte de cyberharcèlement, mais on doit pouvoir avoir la traçabilité du contenu, savoir qu'à telle heure j'ai publié, ce contenu s'est retrouvé partagé dans les 5 minutes 150 fois, 400 fois, et très souvent parfois par des personnes qui ne sont pas mises avec nous. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a ouvert, je ne sais pas si les gens maîtrisent, mais je pense depuis 2013-2014, Facebook a changé un petit peu son algorithme, permettant justement aux utilisateurs de définir l'audience de leur publication. Donc, moi, je peux estimer que mon audience est amicale, donc ce sont mes amis, a priori, qui peuvent voir mes contenus. Mais dès lors que je laisse public, toute Tout le personne monde peut peut. tomber sur ce contenu et donc alimenter soit la question de la désinformation derrière, soit un discours de haine. Mais ça peut aussi clairement m'exposer en tant que personne face à un acte de cyberharcèlement. À ton avis, quel est le profil de ces bourreaux d'Internet? Quel est le profil qui te choque le plus? Bon, le plus souvent, les études ont montré que les bourreaux de ces actes de cyberharcèlement, c'est très souvent des profils, des faux comptes. Donc, après, derrière la notion de faux compte, il y a aussi le fait que quelqu'un arrive à dupliquer votre compte. Je pense qu'on a tous Oui. été victimes un peu de signalements de comptes parallèles portant notre nom et très souvent même nos Usurpation images. d'identité, Donc, oui. voilà, c'est très souvent difficile à distinguer. Donc, il y a cette question de faux comptes. Mais aussi très souvent, les cas le montrent hein, sur le cyberharcèlement, c'est très souvent le cercle immédiat, nos propres amis et parfois les membres de nos familles. Et j'ai envie d'ouvrir la brèche, parfois nos ex-compagnons. On a été en couple avec quelqu'un, ça s'est très mal passé. Très souvent, ça peut être l'objet, ça peut être quelqu'un par qui l'acte de cyberharcèlement peut arriver. Et voilà. C'est vrai. On lit beaucoup d'histoires de personnes qui réclament parfois des biens, qui réclament parfois des avantages qu'elles auraient perdus parce qu'il y a eu une séparation difficile. Donc, derrière les faux comptes, qui malheureusement sont très souvent difficilement identifiables dans notre cas, dans notre législation, parce que bon, en Europe, c'est assez facile de signaler un compte, on va retrouver une adresse IP, on va remonter le numéro d'abonnement, retrouver l'abonné, et puis très certainement mettre la personne, En prison? voilà, mais ici encore, voilà, on peut multiplier les faux comptes. C'est encore embryonnaire. C'est encore embryonnaire. Les questions technologiques sont encore, c'est encore un nouveau phénomène, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est un phénomène qui existe, qui fait des ravages et qui a besoin justement d'être aussi encadré pour Et pouvoir. parlant de ravages, est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement définir l'impact psychologique que ces attaques peuvent avoir sur le court, moyen, long terme sur les victimes? Alors, le premier élément, lorsqu'on est victime de cyberharcèlement, bah, ça va être la honte. Ça va être la honte de savoir que X aurait exposé notre vie via une vidéo ou nos conversations. Je pense que pour la webosphère gabonaise, on assiste à beaucoup de types de ce contenu, hein, des conversations qui quittent les milieux privés pour se retrouver en ligne. Parfois, c'est même des hauts niveaux, quoi, Voilà. professionnels. On retrouve ça sur Internet. Voilà, et c'est alimenté par un besoin parfois de reconnaissance. Parfois, j'ai envie de régler mes comptes avec Gina, mais en fait, indirectement, c'est un acte de cyberharcèlement. Voilà, c'est différent du harcèlement classique parce que là, vraiment, on expose l'identité de la personne sur la toile et on ne sait pas, quand je parle d'itinérance, on ne sait pas où le contenu sera vu et peut-être qu'il pourrait avoir un impact sur votre carrière. Toi, tu es très connu, tu es une dame des médias, donc on ne sait pas trop. Donc, le premier effet, justement, c'est cette question de honte. Voilà, on se sent, on a honte. À la honte s'ajoute parfois la peur. Et plus tard, on va développer ce qu'on appelle la dépression. Et on va peut-être être amené même à s'exclure, s'auto-exclure des réseaux sociaux. Je pense que la plupart des gens qui ont été victimes de cyberharcèlement, la première mesure qu'ils prennent, c'est de se déconnecter définitivement. Moi, j'ai eu un ami, d'ailleurs, j'en parle, j'ai tellement pas discrétion. Il entretenait une conversation avec une certaine dame dans un pays voisin. Et puis, bon, il y a eu une sorte d'intimité qui s'est développée, mais en fait, sauf qu'il n'avait jamais vu la dame. Il voyait des photos, etc. Et puis, ils se sont échangés de numéros de téléphone. Et puis, il a envoyé des vidéos assez intimes. Et puis, un matin, il se réveille, bah, la vidéo se retrouve sur la toile. Il avait dit, tu me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, je ne connaissais pas cette dame, et j'avais l'impression de la connaître, etc. Elle me demande de l'argent en contrepartie du retrait de ces vidéos sur la toile. Sauf que quand elles sont publiées, vous ne savez pas qui On peut plus le pourrait, retirer. voilà, qui pourrait télécharger et republier. Donc, par précaution, je dis, écoute, déjà, tu ne réponds plus
au téléphone, au numéro de WhatsApp. Par précaution, tu changes de numéro et tu te déconnectes totalement des réseaux pendant un certain temps. Voilà. Ce sont peut-être des petites méthodes qui permettent derrière au cyberharceleur de se dire, en fait, il n'a plus de moyen de pression sur vous parce qu'il ne vous trouve plus. Il n'a plus de Vous êtes pouvoir. connecté, il n'a plus de pouvoir. Mais la personne ne s'est pas arrêtée, la personne a contacté des amis qui étaient amis. Et je pense que c'est un peu le cas sur la toile. Il a contacté des amis qui étaient amis en disant, mais ouais, j'ai une vidéo, si ça vous intéresse, envoyez, etc. Et donc, comme il avait déjà fait un petit peu de mea culpa en disant, ça m'écoute, si on vous contacte, c'est pas moi, vraiment, évitez. Donc, voilà, ils ont signalé le profil. Et au bout d'un certain temps, le profil a disparu. Après, je ne suis pas en mesure de qualifier, enfin, de vérifier si la vidéo n'existe plus, mais une chose est sûre, c'est que voilà, il a dû repartir à zéro. Il s'est déconnecté totalement de ces plateformes. Comment comment l'anonymat qui règne sur Internet et surtout l'absence de modération, selon toi, encourage ou nourrissent cette violence en ligne? Je vous disais, tout part du profil, d'accord? Mhm. Et en fait, parfois sur la toile, on devient ce qu'on appelle des cibles sociales. Et je pense qu'on l'aura observé dans le cas du Gabon. Très souvent, lorsqu'on a un intérêt particulier derrière pour atteindre l'intégrité morale et physique d'une personne, on active une sorte de réseau. Et ces réseaux sont alimentés par des personnes en fait, qui se retrouvent dans ce que vous faites ou qui ont délibérément envie de faire du mal, tout simplement. Voilà, donc la question de l'anonymat, ce n'est pas qu'une question qui se pose ici au Gabon, elle se pose partout ailleurs. Le seul avantage qu'ont certains pays, notamment les pays occidentaux, c'est qu'il y a la traçabilité de l'adresse IP, qui est une adresse infalsifiable. Donc chacun de nous, lorsqu'on prend notre abonnement Internet, on a une adresse IP qui nous est attribuée. À cette adresse IP correspond notre nom. Donc c'est le seul élément aujourd'hui qui puisse permettre parfois de lever l'équivoque sur l'anonymat. Après, dans l'anonymat, il y a aussi parfois des personnes bienveillantes qui n'ont pas envie forcément d'exposer leur présence en ligne, qui pour des raisons professionnelles ou des raisons sécuritaires alimentent des plateformes, regardent, lisent, etc. Et malheureusement aussi, ces personnes, parfois ça cause problème au niveau des plateformes, notamment dans les échanges, dans la nature des échanges. Enfin, il y a plusieurs études. Je ne sais pas si vous connaissez le scandale de Cambridge Analytica, qui était une grosse boîte de collecte de données derrière Facebook, qui, en fonction des données qu'elle collectait, manipulait l'opinion et l'information électorale dans certains pays. Donc, derrière cet anonymat, en fait, se cache tout un business qui a plusieurs volets, et notamment celui lié au cyberharcèlement, parce que plus on est anonyme dans des pays où la technologie n'est pas assez importante, mieux c'est pour le cyberharceleur qui continue tranquillement de pouvoir harceler des cibles et en faire des victimes, parce que malheureusement, il y a certaines personnes qui tombent dans le piège. On l'a bien compris, on est tous des victimes un peu en surprise, des potentielles victimes. On ne sait jamais quand ça va tomber, on ne sait jamais sous quelle forme. Alors aujourd'hui, s'il y a une question qui taraude la tête de tout le monde, c'est comment est-ce que je me protège? Comment est-ce que la loi me protège? Quelles sont les failles précises que tu as identifiées aujourd'hui dans la législation de notre pays qui empêchent la plupart des victimes de trouver justice quand on parle de cyberharcèlement? Moi, je prenais l'exemple très simple. Pour apporter une solution à ce type de problème, il faut une réponse collective. Et quand je parle de réponse collective, elle doit impliquer plusieurs acteurs. D'abord, nous-mêmes, les personnes qui allons sur les réseaux sociaux. J'estime que dans le paysage médiatique, on ne fait pas assez attention sur l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est valable pour nous, en tant qu'opposants de l'information, c'est valable pour nos petits frères, nos petites sœurs, c'est valable même pour les programmes scolaires. On a besoin de mettre un accent sur l'éducation aux médias et à l'information. Si vous n'avez pas 18 ans, vous n'avez pas le droit d'être sur un réseau social. Moi, je me souviens, lorsque j'ai acheté la première tablette à ma fille, j'avais, d'ailleurs Google toujours le permet, d'avoir le contrôle parental à distance. Donc la possibilité pour moi de regarder ce que ma fille installait comme application. D'ailleurs, quand elle tentait d'installer, Google me disait, autorisez-vous l'installation de telle application. Je regardais, je ne sais pas conforme, je rejetais. Donc on a besoin de cette réponse. De faire une éducation aux médias. Voilà, d'être informé de cette technologie, de ce qu'elles offrent en termes d'aspects positifs, de faire aussi attention. Donc, après, on a la réponse collective. Dans la réponse collective, on a l'environnement juridique. Au Gabon, la législation sur le numérique est encore un peu vide. On parle de loi sur la cybercriminalité, qui est le fait d'actes criminels sur le web, mais très peu de cyberharcèlement. C'est encore un peu vague, cette partie. Donc, on a besoin, nous, et d'ailleurs,
peut-être que c'est le sens aussi de l'émission, de faire un peu de plaidoyer auprès des institutions, notamment du Parlement, pour dire c'est une question actuelle. Tôt ou tard, elle va s'avérer être comme certains qualifient, une sorte d'épidémie. Donc, elle va nous concerner. Donc, on a besoin que le législateur ou que les pouvoirs publics se posent sur la question du cyberharcèlement. Je sais qu'il y a eu des textes qui ont été, il y a des ordonnances qui ont été émises. Il y a eu une ordonnance de 2018 qui parle un peu du cyberharcèlement. Et c'est plus axé cybercriminalité, mais le cyberharcèlement, voilà. Donc, on a besoin de définir ces contours juridiques. Et puis, il y a évidemment aussi la question de l'accès à l'Internet, les relations dont disposent nos pays avec ces GAFA, le rôle de l'ARCEP, qui est un sort de régularité électronique. Qui est capital. Voilà, il y a certainement aussi, peut-être, je vais peut-être tacler indirectement, mais le rôle de la HAC. En fait, tous ces organismes qui protègent l'accès en ligne des utilisateurs doivent pouvoir trouver des mécanismes pour limiter justement cette question de cyberharcèlement et notamment l'accès en ligne à des personnes qui n'ont pas un certain âge. Le problème reviendra toujours, c'est que vous avez un utilisateur qui ment sur son âge. Comment on fait pour lutter contre ça? Donc, je pense que cette éducation grande qui sont des éducations, mais j'insiste sur le fait qu'on doit pouvoir avoir cette approche pédagogique envers nous-mêmes, envers nos amis, connaissances, nos enfants. Puis, on a besoin justement de voir trouver des mécanismes de sensibilisation sur les questions. Aussi bien on a des sensibilisations sur la santé et la sexualité en milieu scolaire, on devrait aussi avoir les périodes de sensibilisation sur l'accès aux médias en ligne. Voilà, alors, est-ce que tu as constaté dans notre pays que les autorités réagissaient différemment selon que la victime soit une personnalité connue ou pas, dans les cas de cyberharcèlement, par exemple? Bon, les quelques cas qu'on a eus, en fait, après, je ne sais pas si c'est lié forcément au cyberharcèlement ou c'est des tentatives de règlement de compte. De toute façon, elles peuvent revêtir un caractère de cyberharcèlement. Alors, je ne sais pas si les autorités ont pris position, peut-être parce qu'elles n'étaient pas concernées ou peut-être parce que l'un des membres du cercle n'était pas concerné. Mais je pense qu'en fait, l'attitude ne devrait pas être de prendre position par rapport au fait qu'on puisse avoir des collaborateurs ou des membres du gouvernement qui font l'objet du cyberharcèlement. Au contraire, c'est une alerte que le problème est réel et qu'une réponse immédiate et coercitive doit être apportée. Et donc, on doit faire un effort sur le recours à Internet, on doit faire un effort sur l'adressage IP. Je pense qu'on peut aujourd'hui remonter les adressages IP pour savoir qui était derrière un certain moment. Donc, on peut aussi justement collaborer avec Facebook sur, je vais peut-être dire ça comme ça, les enquêtes d'intérêt général. Si par exemple, on a alimenté derrière des groupes, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des pays où on alimente des groupes djihadistes, des groupes terroristes, des cyberharceleurs via ces plateformes. Et Facebook identifie. Facebook fait un gros travail de modération et même de suppression de groupes qui alimentent ce genre de phénomène sur le web. Donc, on a besoin aussi justement de pouvoir regarder ensemble avec ses partenaires, avec ses fournisseurs d'accès aux services en ligne, de voir comment on arrive à gérer les situations de cyberharcèlement au Gabon. Là, on est en train de discuter de cyberharcèlement, mais on n'a pas forcément un chiffre. Oui, Voilà, en on termes ne sait pas. de cas de cyberharcèlement. Ils ont été déclarés où et puis quelles ont été les mesures qui ont été prises lorsque les cas ont été identifiés, on ne sait pas. Donc, on a l'impression que c'est un phénomène nouveau, mais attention, voilà, on utilise les ressources depuis plus de 10 ans déjà. Donc, forcément, il y a des personnes qui, lorsqu'elles écouteront ce podcast, sont forcément passées par ces cas de cyberharcèlement et, in fine, manque de technicité, on n'a pas pu forcément identifier la personne derrière. Tu l'as dit, c'est une question qui nous concerne tous, mais c'est aussi surtout une question qui, lorsqu'on est victime la première fois, on ressent ce sentiment de honte dont tu parlais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'il y a des initiatives au Gabon qui soutiennent les victimes de cyberharcèlement ou du moins ce qui les accompagne? Il me semble, je ne sais pas si le projet avait abouti ou ça a été juste sur une période circonscrite, mais l'ARCEP avait lancé une initiative de cyberalerte pour pouvoir justement alerter sur les cas de cyberharcèlement. Il y a des ONG qui existent, qui font de la lutte contre le cyberharcèlement, mais après, l'action d'ailleurs, c'est quelle est la méthodologie, comment elle fonctionne, comment elles identifient des cas de cyberharcèlement, comment elles les traitent et comment à la fin peut-être la justice se prononce sur ces cas. Je pense que c'est encore assez embryonnaire et que peut-être la majorité des cas qui se déclarent, c'est des cas connus. C'est-à-dire que moi j'ai été victime, je vais dire, je vais en parler à Gina parce que Gina a une grosse audience, elle va me permettre peut-être d'identifier la personne derrière ou porter ma cause. Donc, tant que du point de vue technique,
et du point de vue légal, c'est pas encore assez clair. Je pense que voilà, ça reste encore dans les cas de dénonciation. Après, bon, s'il y a des traitements, c'est serait intéressant de s'intéresser à comment enfin, les actes de cyberharcèlement sont détectés, identifiés et comment ils sont traités. Ça nous intéresserait. Ça pourrait nourrir justement la réflexion sur les mesures à prendre pour lutter contre le cyberharcèlement. Qu'on donne différents noms au cyberharcèlement, peut-être pour le rendre un peu plus cool et pour le rendre moins dangereux, moins stressant que cela n'y paraît. Et je le disais en introduction, au Gabon, ces derniers temps, on l'appelle le pressing. Et la plupart des followers dans cette opération de pressing, c'est des jeunes. Ouais. Souvent des personnes, comme tu disais, qui n'ont même pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux. Alors, à ces followers-là du pressing et principaux acteurs du pressing, quel est le message que tu voudrais leur faire passer? Alors, il faut comprendre que c'est peut-être pas le cas que du Gabon, mais sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, bon, aujourd'hui, j'ai envie de dire une chose, c'est que TikTok, le réseau social le plus utilisé aujourd'hui à la place de Facebook. Alors, la plupart de ces réseaux fonctionnent avec comme du marketing de tribu, c'est-à-dire les gens vont s'identifier à une personne qui a une certaine audience et qui vont considérer pour vrai tout ce que la personne dira. Moi, j'ai vu pas mal de sujets passer. Je n'aborderai pas, je ne citerai pas les noms ici, mais il y a un qui a fait l'objet, j'ai envie de dire ça contre le cyberharcèlement, où on attaquait sa nationalité. On disait qu'il n'était pas gabonais, qu'il allait au CIDOC, qu'il n'a pas pu faire un passeport. Il a dû faire un live pour se justifier, montrer les pièces, vous voyez, pour dire qu'écoutez, cette personne qui a X followers m'a accusé, mais en réalité, la situation est autre que celle que vous pensez. Alors, la question du pressing, en fait, c'est simple à comprendre, c'est que c'est la plupart des followers de ces plateformes ou de ces personnes qui diffusent ce type de cyberharcèlement, en fait, c'est par souci de reconnaissance ou de validation qu'ils vont se mettre à partager. Parce qu'ils estiment que s'ils ne les partagent pas, ils ne rejoignent pas la vision de leur marketing de tribu qui est porté par une personne, par un groupe de personnes. S'ils ne valident pas, peut-être que plus tard, eux-mêmes, ils seront les cibles de prochains cyberharcèlements. Donc voilà, on appuie sur le bouton partager et puis on se met à partager parce qu'il y a le souci de reconnaissance, de validation pour dire ah mais tiens, mais même Boursier a partagé ça, même Gina a partagé ça. Donc c'est comme ça que c'est construit cette question de presse. Et après justement, la pression va enfler et à la fin on va se rendre compte qu'en réalité, C'était du vent. c'était du vent. Je prenais un exemple très simple pour illustrer la question de la désinformation. Je pense que c'était en 2018-2019. La désinformation avait enflammé le web en disant qu'il y avait des actes d'enfants disparus, etc. Et ça a coûté la vie à un Gabonais. Oui, je m'en souviens. Voilà. C'était une histoire extrêmement triste. Mais c'est parti des réseaux sociaux avec une forte pression. Il y avait un pressing tel que, ouais, si vous identifiez quelqu'un, alerte, c'était... Sortez de vos bureaux, allez chercher vos enfants en ce moment qui savent des enfants là. Les trous noirs, etc. Donc, le frère a perdu... Père son âme d'ailleurs, c'est quelqu'un que je connaissais. Donc, il a perdu la vie parce qu'il y a eu ce pressing social qui a été partagé par des milliers de personnes sur la toile, prouvant que le monsieur qui allait tranquillement prendre ses enfants n'était pas le père décédé. Et donc, on a tabassé jusqu'à ce qu'on se rende compte, mais malheureusement, il est décédé. Donc, c'est le même modèle. C'est-à-dire que tant que ça ne me concerne pas, que je peux donner un like, comme ils disent, donner de la force et du partage, je vais aller jusqu'au bout par souci de reconnaissance, de validation, dire ah oui, mais... Ah ouais, même Boursier a validé, vous voyez. Après, à la fin, bon, c'est un acte de cyberharcèlement et aux conséquences malheureusement graves. Après, moi, je dirais que c'est aussi une sorte d'arme que certaines personnes ont découvert et ils utilisent ça à des fins bien précises. C'est-à-dire, tu veux monter un mouvement, tu veux que les gens se soulèvent, tu inventes une histoire, tu la postes, et puis tu dis que Fallon, c'est ça, et puis voilà. Et après, tout le monde se retourne contre Fallon, et à la fin de la journée, en fait, on se rend compte qu'il n'y avait rien, mais le mal est fait. Tout à fait. En fait, c'est de convertir ces haters, donc les gens qui vous détestent, en followers. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire que moi, je vais mettre du contenu, sachant qu'on vous déteste, qui va faire grandir ma communauté, et à la fin, en réalité, je convertis ceux qui ne vous aiment pas en followers chez moi. Donc, c'est un peu comme ça que le trafic s'organise sur le web. Que conseilles-tu à un témoin de cyberharcèlement pour passer de l'indignation passive là au final à une intervention efficace? Parce qu'à la fin de la journée, on est un peu tous des témoins de cyberharcèlement. Tu es sur Internet, tu vois un post. On parle de Boursier, deuxième post, on parle de Boursier. On est des témoins sans capacité de pouvoir apporter une solution, vous voyez. Lorsqu'on identifie ou lorsque quelqu'un se plaint de cyberharcèlement, la première chose, c'est
c'est le cercle immédiat, c'est la famille. Ça va être qu'on va vous demander de vous retirer de la toile, de chercher à identifier. Très souvent, on est très limité en termes de moyens techniques. On va dire, mais comment ça s'est fait? Mais est-ce que tu connaissais la personne? Non. Et puis très souvent, bon, aux premiers abords, personne ne dira la vérité. Moi, quand l'ami me contacte, en plus, voilà, moi je dormais, c'est 6 heures, je vois un long message, je dis, mais qui m'a écrit? Moi je dormais, le mec me parle de ci, de ouais, voilà, j'ai eu un problème, mais il ne rentre pas dans le détail. C'est plus tard que je vous pose la question, mais en fait, mais j'ai regardé le profil de la personne, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Oh non, attends, je t'envoie quelque chose. Là, il m'a envoyé la capture écran, les endroits où la personne avait publié sa vidéo. Je dis, bah, mais tiens, c'est toi. Il me dit, oui, c'est moi. Voilà. Donc, parfois, lorsque intervient cet acte de cyberharcèlement, très souvent, la victime n'est pas prête à dire la vérité. Voilà, c'est vraiment quand on va dans la dynamique d'enquêter, de regarder un petit peu ce qui s'est passé avant de pouvoir trouver une solution. Mais la solution est toute faite, hein. Très souvent, on s'éloigne des réseaux pour un temps, on disparaît. Mais derrière, vous voyez, il n'y a pas un mécanisme qui va nous permettre d'aller... Enfin, certains déposent des plaintes à la police. Je pense que la police fait un travail remarquable dessus, mais peut-être qu'il va falloir documenter un petit peu. C'est-à-dire, il faudrait qu'on arrive, nous, à nous situer sur un cas qui a été identifié, comme on l'a vu récemment avec le réseau de drogue qui a été démantelé. Il faut qu'on nous donne un cas qui a fait l'objet d'un signalement, comment on l'a traité et comment à la fin on a pu apporter une réponse définitive, effective, voilà, à la personne qui a été victime de cyberharcèlement. Mais en tant qu'utilisateur, des réseaux sociaux, ne penses-tu pas, moi j'ai une politique, lorsque je reçois une vidéo, peu importe, hein, on reçoit tous des vidéos comme ça. Des vidéos, par exemple, de la sphère privée de quelqu'un, ça peut être des sextapes, souvent qui sortent, et puis tu les reçois sur ton téléphone, et puis, tu vois, c'est souvent marqué transféré de nombreuses fois, voilà. Et puis, moi, je me dis toujours, le partage, ça reste chez moi. C'est-à-dire, une fois que c'est arrivé, je ne vais pas partager. Que je connaisse Fallon, que je connaisse Ivanov ou que je ne le connaisse pas, je ne vais pas le partager ensuite. Parce qu'en faisant ça, on continue à nourrir, en fait. Donc, en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas des solutions un peu dans cette dynamique? Déjà, je vais te surprendre. Moi, c'est tout fait pour régler mon profil Facebook. Parce que justement, Facebook nous permet de mettre des filtres. Parfois, il y a des choses qui explosent sur le web. Je suis là, je dis, mais je ne suis pas au courant jusqu'à ce que ça arrive dans mon WhatsApp. Et effectivement, WhatsApp a développé cette fonction pour nous alerter sur le volume en termes de transfert. On n'affiche pas le chiffre, mais il y a la mention transférée et il y a la mention transférée plusieurs fois. Quand vous avez la mention transférée plusieurs fois, ça veut dire qu'en fait, au moment où ça arrive chez vous, c'est arrivé chez plusieurs autres personnes. Oui, ça a été viral. Hein. Ouais, ça a été viral. Et après, comme je vous dis, la difficulté, c'est comment on arrive dans un processus de signalement et de traitement de type de cyberharcèlement à retirer intégralement un contenu qui a été publié. Les initiatives existent, mais la plupart des initiatives en Europe, c'est des initiatives de signalement. Déjà, si on arrive à signaler, identifier, on peut traiter. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, moi, je serais ravi de savoir, en termes de cartographie de cyberharcèlement, quelle est la ville au Gabon qui fait l'objet de plusieurs signalements de cyberharcèlement. C'est possible de le faire. Moi, je dirais Libreville. Hein. Voilà. Mais parfois, les cyberharceleurs ne sont pas localisés ici. Ça peut être quelqu'un qui est de l'extérieur qui envoie. Et puis après, on a cette fâcheuse habitude de partager, parce que, comme je disais, c'est le processus de validation. Quand je t'envoie, c'est pour te dire que, regarde, Gina, même moi, je suis en forme, là, je viens de tomber sur un truc, allez, regarde, là, c'est... Moi, je fais partie de la chaîne, je maîtrise, j'ai toute la dope. Mais ça va plus loin, c'est que qu'intervient, nous, on a été, enfin, la webosphère gabonaise est caractérisée par les questions de sextape pour ces derniers temps. Donc, quand vous avez vu sur la toile, oh, est-ce que je peux voir la vidéo? Et vous voyez quelqu'un fièrement qui va écrire « Inbox-moi ». C'est vrai. Incroyable. On devrait pouvoir apporter une réponse à toutes ces personnes qui... Il y en a même qui commercialisent. Et là, en fait, sur la législation, ils partagent de façon consciente. Ils sont conscients qu'ils ont reçu un contenu, en fait, à caractère sexuel qui, en fait, d'ailleurs, a une portée de cyberharcèlement. Mais ils le partagent parce que, voilà, ils sont contents de partager, ils sont contents de voir ce qu'ils ont vu. On l'a vu avec notre footballeur qui est parti. Vous avez vu quand la sextape, Dieu et son âme d'ailleurs, comment ça s'est répandu. Les gens étaient contents de voir ça. Alors que derrière, c'était tout simplement l'air de cyberharcèlement. Mais voilà, quand vous arrivez, ouais, mais tu n'as pas vu la vidéo, oh, inbox-moi. Moi, j'estime. Moi, quelqu'un va mettre j'ai la vidéo qui veut. Voilà. 500 l'envoie. Voici mon AM. Et puis les gens, ils vont payer pour la... Une législation pour tout ça. Pour l'émetteur principal, donc celui qui a mis le contenu en ligne. Pour celui qui a partagé, parce que le fait de partager, c'est un acte conscient. C'est vous qui cliquez sur partager.
C'est pas une IA, c'est pas une machine, c'est pas... Vous ne vous trompez pas quand vous partagez un C'est contenu. vrai. Parce que quand on se trompe, on peut supprimer. Tout comme lorsqu'on a fait une coquille sur une phrase, on peut modifier. Donc, Même quand on envoie un mail aujourd'hui, on peut le on peut rappeler. voilà, ou interrompre sa distribution. Donc, lorsqu'on partage, on est conscient qu'on partage. D'ailleurs, même, je pense que pour la plupart des filtres chez Facebook, on vous dit, mais attention, le contenu que vous partagez est à caractère sexuel. Et oui, il fait l'objet d'un signalement. Voulez-vous continuer? Mais la plupart cliquent sur oui. Donc, résultat des courses, le contenu est dupliqué sur la toile. Donc, c'est vraiment des mécanismes de signalement, mais je pense qu'on a besoin de plus de sensibilisation et peut-être de pousser un peu au niveau technologique, de voir ce qui est possible pour identifier justement ces personnes-là. Déjà aujourd'hui, on peut traquer un téléphone, donc pourquoi pas traquer le contenu? C'est possible, je pense que Je pense c'est que envisageable. aussitôt que l'on réglera cette question et qu'on enverra les premières personnes en prison, Oui, on a besoin des modèles. on a vraiment besoin de modèles. Ouais. Ça va calmer les ardeurs C'est de ça. plusieurs autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite. Nous sommes là, nous sommes 5 dans cette pièce en train de faire ce podcast. Imagine un instant que nous ayons été dans un bar et qu'à ce moment précis, toi et moi, nous étions dans une conversation extrêmement privée et que les 3 autres étaient en fait assis à une autre table. Mais en fait, des Gabonais se permettent maintenant de filmer d'autres Gabonais. Ça- Donc, ils nous auraient filmés, ils nous auraient mis sur Internet. Ah, mais regardez, Gina en pleine infidélité et ainsi de suite, avec Boursier. Ça, c'est un des cas. L'autre cas, en pleine réunion, dans un bureau, dans une administration, même au plus haut niveau de l'État. On enregistre des conversations. Mais c'est même grave parce que même les décisions prises au niveau gouvernemental sont... Avant même qu'elles ne soient rendues Par exemple, publiques. lorsque vous regardez quelqu'un qui a filmé un communiqué ou je sais pas, une note d'information d'un ministre à un autre, mais c'est facile d'identifier. Moi, tout de suite, je demande à ce que personne ne bouge du cabinet. On appelle les autorités, la DGR, la police. Vous allez subir un interrogatoire et forcément quelqu'un répond. On a besoin d'apporter aussi la réponse parce que dans tout ce qui se passe, c'est qu'il y a le cyberharcèlement, mais nourri par la désinformation, nourri par le scoop, l'envie de toujours mettre en avant des problématiques qui sont parfois des problématiques d'un certain niveau. Parce que si moi, je m'ai publié une note d'information de mon ministre qui envoie à un autre ministre, c'est que je suis en train de briser une question de confidentialité. Donc, on a besoin justement de sévir. On a besoin de montrer qu'on a sévi telle personne. Peut-être que ça pourra freiner certaines personnes qui veulent parfois se lancer dans ce... C'est vrai, je pense que c'est cette impunité qui nourrit en fait ce besoin sans cesse croissant de voir en fait ce voyeurisme qui est devenu pervers. Parce que je suis même tombée sur, enfin je les ai reçus aussi, des relevés de comptes bancaires d'organisations étatiques. Lorsqu'on va à la banque, c'est-à-dire même ma sœur, elle ne peut pas avoir accès à mon relevé de compte. C'est pas possible. Comment alors je peux rentrer en possession du relevé de compte bancaire avec toutes les transactions, aussi codées soient-elles, d'une entreprise publique? C'est simple, on regarde le gestionnaire de compte et puis on pose la question de savoir comment ça fait. Et c'est parce qu'on ne punit pas, on ne sanctionne pas. Mais Gina, c'est parce que le cadre réglementaire légal n'est pas clairement défini. Lorsqu'on aura cette... je pense qu'au début de la transition, le ministre de la Communication parlait d'un code du numérique. Peut-être qu'on pourra trouver des questions sur la régulation, les contenus en ligne. Donc, on a besoin de cette artillerie juridique pour pouvoir sévir. Parce qu'en fait, là, si on sévit, on peut peut-être se baser sur certaines ordonnances. Je dis tout bêtement la loi sur la cybercriminalité, je pense, de 2023, ou peut-être des dispositions de certaines dispositions du code pénal. Mais on n'a pas, du point de vue légal, un code qui légifère sur les questions numériques. On a besoin de ça. Donc, c'était aussi un plaidoyer de se dire on doit réfléchir à ça pour encadrer le recours ou l'usage à ces plateformes sociales. À ton avis, qui doit porter un projet de loi contre le cyberharcèlement? Est-ce que c'est le Parlement, le ministère ou la société civile? Je disais que comme je disais, c'est une approche collective. Tout le monde doit s'y mettre. Moi, je me rappelle dans un programme d'intelligence collective en Espagne où on devait peaufiner des projets citoyens pour changer la démocratie. Lorsque vous arrivez dans cet incubateur, vous avez un sociologue qui va essayer de comprendre d'où vous venez. Vous avez un anthropologue pour les questions de l'histoire, etc., de votre pays. Après ces étapes, vous allez voir un infographiste qui va vous concevoir le logo qui correspond aux recommandations du sociologue, de l'anthropologue, avant d'aller voir des codeurs qui vont vous aider à mettre en place votre plateforme. Donc, pour revenir, on a besoin justement d'avoir à la fois
la volonté politique manifestée par le chef de l'État. On a eu la volonté politique manifestée pour les questions numériques, pour dire le Gabon devient hub digital, on a mis les moyens, on doit avoir la même volonté pour pouvoir porter justement cette question de légiférer sur le numérique, notamment le cyberharcèlement. Donc c'est une volonté politique. Après, le Parlement et les personnes qui sont en charge des rédactions des lois proposent. La société civile doit être d'un appui parce que c'est elle qui peut fournir en termes de volume de signalement de cyberharcèlement pour dire c'est une question urgente. Nous avons un réseau d'ONG qui travaille sur les questions. Sur 3 mois, c'est 300 cas recensés, 200 cas identifiés, mais à la fin, sans procédure, parce que, bon, voilà, on se heurte peut-être à une question légale ou une question technique. Donc, c'est une réponse concertée. Et je pense que si on arrive à avoir cette réponse concertée, je pense qu'une fois qu'on va sévir, les gens sauront que, ah, ben, prochainement, je ne veux plus me lancer, je dois faire attention parce que, bon, voilà, ça nous concerne tous. Si tu avais 30 secondes devant les députés pour les convaincre de voter une loi contre le cyberharcèlement, qu'est-ce que tu leur dirais? 30 secondes. 30 secondes. Ben, je dirais tout simplement, chers députés, nous sommes tous concernés par l'usage des réseaux sociaux. D'ailleurs, dans cette salle, vous êtes tous au moins propriétaires d'un compte Facebook ou WhatsApp et que le cyberharcèlement nous concerne tous. Je peux être victime aujourd'hui, vous pouvez aussi être victime et qu'ensemble, nous avons besoin de nous pencher sur la question pour apporter une réponse adaptée. Je dis bien adaptée parce que la façon dont on traitera le cyberharcèlement au Gabon n'est pas la même problématique, la même dimension qu'en France ou au Sénégal. Je t'accompagnerai à l'Assemblée nationale pour ça. Alors, est-ce qu'il y a un exemple de législation étrangère en Afrique ou de bonnes pratiques que tu aimerais voir appliquées au Gabon? Bon, je ne sais pas si je parlerai d'exemples de législation en Afrique, mais je parlerai plutôt du cas de l'Europe, hein, pays européens qui ont mis, notamment la France, qui ont mis en place un cadre pour légiférer sur la question de cyberharcèlement, avec des cellules d'analyse, de détection, de veille, les traitements des cas de cyberharcèlement. Donc je pense que c'est des cas qu'on pourrait répliquer ici, parce que je pense qu'on a l'occasion, dans les prochaines années qui s'ouvrent, de pouvoir proposer des choses qui auraient pu être déjà mises en place il y a très longtemps. Donc, on connaît le problème, on l'a identifié, on connaît un petit peu les sources d'exposition au problème, donc les réseaux sociaux. On a en face de nous des utilisateurs, donc on peut aisément réfléchir sur comment nous, on conçoit une solution qui pourrait être justement servie d'exemple, par exemple pour le Cameroun, pour les pays voisins. Au Cameroun, par exemple, c'est très avancé sur les questions de hate speech, donc le discours de haine, parce que la question du cyberharcèlement aussi, il y a la question des informations, discours de haine dedans. Donc, c'est très avancé. Du point de vue sous-régional, il y a une stratégie de mise en place de lutte contre le discours de haine dans les médias. Voilà, mais on a besoin de nous, au niveau du Gabon, de pouvoir trouver j'ai envie de dire une recette qui puisse prendre et qui puisse servir justement d'exemple. Et en Côte d'Ivoire, ils ont un organisme qui est totalement dédié à ça. Moi, je milite pour la mise en place d'un observatoire des médias sociaux. C'est vrai que c'est peut-être pas une compétence qu'on donnerait à la haute autorité de la communication, mais on a besoin de cet observatoire, ne serait-ce que pour analyser le volume d'utilisateurs, la typologie des contenus, qu'est-ce qui est récurrent. On a besoin de ça, on a besoin de cet observatoire, et aussi justement pour encadrer la question des dérives et accompagner les personnes victimes de cyberharcèlement. En août 2023, il y a eu beaucoup d'États. Le 30 août 2024, la presse s'était empressée de faire le bilan des 1 an de la transition. Moi, j'ai fait un bilan informationnel et je me suis rendu compte qu'en fait, entre le 30 août 2023 et le 30 août 2024, ce qui avait explosé avec l'arrivée de la transition, c'était le désordre informationnel. On l'a vu avec les cas de fake news, il y a la question de discours de haine et cybercriminalité. Et dans l'une des recommandations de ma note d'analyse, je disais qu'on a besoin au Gabon de pouvoir mettre en place un observatoire des médias sociaux. Et cet observatoire a tout son sens, qui t'a donné un peu de consistance et justement des missions pour pouvoir justifier sa création. Et tout ce que tu dis prend tout son sens quand on sait qu'on est dans une société où on n'est pas véritablement éduqué aux réseaux sociaux. Tu sais, ma mère, à chaque fois qu'elle reçoit quelque chose sur son WhatsApp, les messages transférés à plusieurs reprises, là, elle est convaincue que c'est vrai. Hein. Mais c'est pareil. Quelqu'un a dit qu'au Cameroun, Jésus a apparu et il a marché sur l'eau. Moi, j'ai beaucoup de vidéos, on tape des chrétiens au Liban. Voilà. Et en fait, dès qu'elle reçoit ça sur ses réseaux, sur son téléphone, elle est convaincue que c'est vrai.
elle est très alerte sur YouTube parce que elle l'utilise pour ses chansons, Ouais. pour sa prière et ainsi de suite. Prière, ouais. Mais sur YouTube, il y a aussi beaucoup de vidéos, de live que des personnes font sans vérifier les informations. Mais en fait, elle est convaincue parce que sur YouTube, en même temps, tu trouves aussi les chaînes officielles. Donc elle se dit, si ce contenu est à côté du contenu d'une chaîne officielle, mais bien sûr que c'est officiel. Donc, ce que tu dis est totalement valable et je te suis dans cette lancée parce que dans un pays où on n'est pas encore totalement formé, informé et au fait de ce que c'est les réseaux sociaux, on a vraiment besoin d'un observateur pour, je sais pas, assurer les arrières au moins des C'est une personnes grosse qui... thématique, hein, c'est l'éducation aux médias, à l'information, et c'est une thématique qui est même portée par l'UNESCO d'ailleurs, parce que c'est l'agence leader sur les questions d'information. On a besoin justement, et au Gabon, c'est une urgence de lancer des programmes d'éducation aux médias et à l'information. Et cette éducation aux médias et à l'information engage tout le monde, que ce soit les managers de médias, les consommateurs, les journalistes, la télévision publique. Et, au même titre, on a besoin une certaine forme de révolution éditoriale en mettant un journal en langue vernaculaire. Mais en fait, moi, j'aurais souhaité qu'on on me dise pourquoi on crée cette ligne de gel. Que ça n'arrive pas derrière mon écran. Oui, c'est bien, mais je dois être éduqué pour savoir l'objectif derrière. Est-ce que c'est pour susciter l'envie de parler nos langues vernaculaires? Est-ce que c'est juste pour répondre à un besoin je précis? sais pas. Et puis le contenu, est-ce qu'il est adapté? Est-ce que l'heure me... Vous voyez, il y a tout. Donc on a besoin. L'éducation média, l'information, c'est une thématique globale. Et aujourd'hui, elle est encore plus importante parce qu'il y a l'ère de l'intelligence artificielle. Tu as souligné la question des contenus. Voilà, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut produire des films, on peut produire des JT, on peut tout faire sans que cela le soit véritablement avéré. Donc, on a besoin. Je pense qu'on devrait ouvrir ce chapitre sur l'éducation aux médias et à l'information, comme on le fait sur les questions de sensibilisation sur le paludisme, sur le VIH, sur les grossesses précoces. C'est hyper important, l'éducation aux médias et à l'information. Tu l'as dit, lorsqu'on est victime de harcèlement, ce que toi tu recommanderais et ce que tu avais recommandé à un de tes amis, c'est d'abord de se mettre un peu en retrait Oui. des réseaux sociaux, histoire de laisser les choses se calmer. Mais une fois qu'on se met en retrait, ça n'enlève pas le poids, Oui. le choc, la violence que l'on a ressentie, qui nous fait plonger dans la dépression. Du coup, Oui. quelle première action recommanderais-tu à quelqu'un? Il faudrait pouvoir, lorsqu'on a été victime de cyberharcèlement, il faut trouver un mécanisme à la fois d'alerte et de prise en compte du cas parce que très vite, la personne peut développer de l'anxiété, comme je disais, du rejet, de la peur, de l'exclusion. Et en fait, ça, il faut adapter une réponse psychologique. Ouais. Enfin, là, c'était mon ami. Quand j'ai dit, écoute, le profil, on voit le signe arriver, disparaître, il s'est senti un petit peu rassuré. Et puis, je dis, bah, écoute, t'inquiète, comme tu n'as pas entretenu de longues conversations, même si elle publie la vidéo quelque part, on ne la verra pas au Gabon. Il s'est senti rassuré. Vous voyez, on a besoin d'une prise en compte immédiate. Quand quelqu'un est victime de cyberharcèlement, c'est pourquoi je parle des mécanismes d'alerte. Vous avez été victime, quelle est la prise en charge qui se déclenche derrière? Je pense qu'il y avait un centre pour les violences basées sur le genre pour les femmes. Permettait d'alerter en cas de violence. On devrait avoir le même mécanisme. Un numéro vert pour le cyberharcèlement, vous êtes pris en compte immédiatement. Il y a peut-être un psychologue qui échange avec vous pour vous rassurer parce que très vite, et en fait, La question des l'utilisateur... psychologues là n'est pas très commune dans notre Non, mais pays. c'est peut-être parce que, en fait, quand on regarde des films, on pense que le psychologue ne s'attaque aux gens qui ont des maladies un peu particulières. Mais on a tous besoin de parfois de parler à un psychologue. Et c'est très urgent. Donc, une fois qu'on se déconnecte, en fait, on ne sait pas déconnecter de la réalité. La réalité est telle que quelqu'un va vous appeler pour dire, mais on a vu ta vidéo, c'était toi. Et ils sont toujours comme Voilà, ça. on a besoin de rentrer. En fait, mon ami, quand il échangeait avec moi, il était rassuré parce que, oh non, Boursier va m'aider à enlever la vidéo. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Il est rassuré. Serein. Et il est plus serein, mais moi, je ne suis pas psychologue pour apporter une réponse Psychologique. Voilà, donc, je pense qu'on a besoin de ça. C'est en alerte, mais tout de suite, il doit y avoir une prise en charge. Bon, quand je parle de prise en charge, peut-être les gens me diront, ouais, mais ça suscite un dispositif, et nos psychologues, là, on les trouve où, etc. Mais on a besoin. Parfois, ça peut être aussi en famille. Hein. On peut faire... nos psychologues, on les trouve où ils sortent en masse de l'université Omar Bongo. On peut se dire, bon, voilà, je vais parler à la personne avec qui je me sens à l'aise à la famille. Écoute, Frangine, Gina, voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, ce besoin d'être écouté, d'être rassuré.
Mais le plus souvent, quand ça arrive, les gens ne rassurent pas. Ils sont en mode, oh, mais la vidéo là, c'est déjà 1 million de vues, donc c'était toi. Oh, tu as tué. Comment tu as pu faire ça toi aussi? Donc tu étais dans ça. Donc ensuite, ça augmente encore. L'anxiété, le stress, la pression, la dépression. Et même quand on voit la dépression, bon, les gens pensent que c'est très européen, c'est pas africain. Bah, non, les gens font de dépression. Exactement. Et la problématique de la santé mentale est vraiment quelque chose que je pense qu'on doit prendre un peu plus au sérieux parce que les dernières actualités, les dernières situations qui se sont passées dans notre pays nous font juste comprendre qu'il est temps de prendre au sérieux la question de la santé mentale. Ouais. Parce que personne n'est à l'abri. Hein. Que l'on soit monsieur et madame tout le monde. La santé mentale de tout le monde, y compris de nous les socionautes, parce que il y a des malades qui se baladent sur la toile. Hein? Partager un contenu à caractère sexuel, Facebook vous signale que c'est pas autorisé. Vous continuez, vous cliquez sur oui, vous êtes malade. Ouais, ça nous concerne. Vous êtes malade. Parce que parfois on a l'impression que c'est perméable ces réseaux, mais non, ces réseaux ont des législations. On vous dit quand vous créez un profil, il faut avoir 18 ans et plus. C'est une législation d'entrée. Ouais, c'est des réseaux qui rentrent sur nos espaces numériques, mais qui ont leur législation et qui peuvent faire quoi avec nos législations. Donc, on vous dit c'est 18 ans, vous rentrez là, j'en ai dit par effraction, vous avez 16 ans. Vous attendez à quoi? Après, on vous demande, oui, vous venez de créer, abonnez-vous à un fil d'actualité. Tout de suite, vous voyez, c'est Ivanov, superstar de Kingele. Oh, ça, c'est le grand du quartier. Vous suivez. Et puis après, vous atterrissez sur votre premier fil d'information. Ben, ce sont les vidéos d'Ivanov en train de fumer, en train de parler de la régab qui fait du bien à tout le monde. Donc, tout de suite, vous êtes en train de faire votre main. Voilà, oui. C'est ça. C'est pourquoi depuis 2014-2015, Facebook a donné le pouvoir à ses utilisateurs de valider ce qu'ils peuvent afficher. Moi, j'ai des amis que j'ai dans ma liste d'amis, mais je ne vois pas leur publication parce que j'ai estimé que ce n'est pas bon pour ma tête. J'ai désactivé. On est resté amis, mais leur publication ne s'affiche plus. C'est vrai, j'ai fait la même chose. Voilà. Moi, je vois les publications de personnes, par contre, j'en vois les parce que moi, je suis informé de ce filtre que je peux appliquer. On a besoin que les gens soient... Et on a même la possibilité de choisir les personnes qui nous taguent. Donc, si on n'est pas amis, si on ne se connaît pas, tu ne peux pas me taguer sur une publication. Il y a une fois, vous savez, le fameux tag tout le monde. Et puis, un jour, j'ai posté, j'ai dit, écoutez, pour les activer, allez là-bas, faites ça. Plus de 200 commentaires. Merci, tu nous as sauvé les tags, etc. Donc, les gens ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Beaucoup le savent aujourd'hui qu'on a la possibilité de filtrer ce qu'on veut regarder. Malheureusement. Alors, avant-dernière question, très passionnante comme discussion. Si aujourd'hui, tu devais donner des tips à quelqu'un pour protéger sa vie privée sur les réseaux sociaux sans pour autant devenir paranoïaque, ce serait lesquels? Alors, protéger son image et sa vie privée. Mais je pense qu'il faut savoir pourquoi on vient sur un réseau social. Voilà, je pense qu'on doit se poser la question. Les gens me diront, ouais, mais il raconte quoi? On peut venir pour... Non, il faut savoir pourquoi je viens sur un réseau social et qui dois je suivre ou quelles informations dois-je... Ils vont dire que tu es mature. Voilà. Non. Qu'on est dans la République des immatures. Non, mais la vérité, c'est que nous tous, quand tu as créé ton compte, je prends par exemple le cas de Twitter, quand tu crées ton compte Twitter, on te met un feed de personnes à suivre. Mais ce n'est pas ces personnes que je suis, je vais cliquer sur passer. D'accord? On devrait plus se poser la question de savoir, bon, quand je viens sur la toile, qu'est-ce que je recherche? Naturellement, les interactions, de nouveaux amis. OK? Voilà. Il faut éviter aussi d'entretenir des conversations un peu... Ouais. Très souvent, on se laisse aller par « Coucou, on dit quoi? Oh, j'ai très mignonne. Tu es très mignon. Oh, je t'ai vu sur le podcast de Gina, tu parles bien. Oh. Et vous savez, hein, moi, je vais que des pouces. Et puis, au bout de 4 pouces, la personne s'agace. Oh, tu pensais quoi? Que je vais te draguer? Tout de suite, j'ai identifié que si j'envoie le message, parce que aujourd'hui, c'est aussi le screen. Ouais. Mais il faut faire attention. La règle de base, c'est de faire attention aux interactions aux amis. Par défaut, Facebook vous dira que vos premiers amis sont vos amis immédiats, donc ceux avec qui vous avez un contact physique ou qui se sont éloignés et qui vous avez besoin. Après, évidemment, il y a des personnes qui peuvent vous suivre pour votre actualité. Et c'est ça, moi, quand je reçois une demande, à l'époque, là, je ne peux plus faire le filtre. J'allais me regarder le profil de 3 minutes. J'ai dit, non, pardon, je ne veux pas. Moi, je fais ça sur LinkedIn. Ouais, tout de suite. Je vais peut-être dire un secret. Quand je gagne une nana, je dis, toi là, pardon, si je te suis, je peux t'envoyer un petit message. Je ne sais pas. Bon, je rectifie, c'était un moment que je me varie. Parce que c'est comment l'épouse va écouter le podcast. Qu'est-ce que... Non, on rigole. Voilà, donc,
J'ai besoin de faire ça parce que je connaissais mes faiblesses et je connaissais ce que je peux faire, ne pas faire. Donc, on a besoin voilà, de prendre un peu du recul, de se lancer, d'avoir des amis. Même on le lait quand c'est pas fructif, on arrête. Sur LinkedIn, par exemple, aujourd'hui, moi, je suis un peu parfois déçu. Il y a des personnes qui vous envoient des invitations et puis ça commence à vous draguer. Je dis, ah, ici, c'est un réseau professionnel. En fait, il n'y a plus de limite. Voilà, il n'y a plus de limite. Voilà. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va faire sur Facebook. Les gens diront, mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Se faire de nouveaux amis, très bien, mais il faut sélectionner, il faut regarder un petit peu de temps en temps les publications. Je répète, on a le pouvoir aujourd'hui d'avoir des amis dont on ne regarde pas les contenus parce qu'on estime que ce n'est pas intéressant. C'est vrai. Voilà. Moi, a priori, je m'abonne d'abord aux personnes intéressantes pour mon secteur des médias, et puis par ricochet, des gens qui vont me faire rire parce que j'aime bien rigoler derrière mon écran. Voilà. Et puis, voilà, comme je te dis, parfois, moi, je vois des buzz, hein. Je suis sur ça 2 semaines, 1 semaine après. Tu n'étais pas au courant. J'ai dit, on n'a pas le même filtre, mon ami. Moi, j'ai désactivé toutes ces choses. Donc, voilà. Faire attention. Après, il y a aussi la question de préserver son identité physique et numérique. Ça, c'est encore d'autres questions sur les gens font plus attention. Voilà, il faut faire attention. Tu sais, je suis tombée sur la vidéo de quelqu'un aujourd'hui qui était très fier d'avoir reçu son passeport et sa carte nationale d'identité. Ouais. Et elle les attrapait comme ça. Et elle disait, oh, je suis trop contente. Et j'ai mis pause. Et j'avais tous ses numéros. Je me souviens aussi d'une autre vidéo que j'ai vue toujours cette semaine. Et il y avait une influenceuse qui était fière de dire, alors je vous montre, je suis en train de signer un contrat d'égérie. Voilà, je suis très fière. J'ai mis pause. Et j'ai vu les détails du contrat ainsi que le montant. Voilà, vous voyez. Et puis, il y a le fait ce que j'appelle les partageurs compulsifs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, à chaque fois, ils veulent tout partager. Mais c'est simple, hein. Aujourd'hui, sur Facebook, on peut suivre la journée de quelqu'un. Vous avez son profil. À 8 h, il était à Pélisson. À 13 h, il était chez Dafresh. À 14 h, il est parti à Andoubar. À 21 h, il était à la maison parce qu'il a eu le temps de documenter. Et en fait, vous vous exposez indirectement à des cybercriminels. Là, c'est même plus du cybercriminel, c'est cybercriminels. Des personnes qui peuvent justement se dire, ah, mais tiens, lui, on sait qu'à 22 h, il sera là. Et il se pointe. Et vous êtes là à 23 h. Ah, tu as vu, je t'avais dit qu'il devait être là. Donc, faire attention parce qu'on n'a pas le droit de tout partager. Non, c'est pas possible. Sauf qu'il y a des gens, bon, voilà, ils se réveillent à 6 h, ils vous disent bonjour, je suis chez Paul. À midi, je mange un bon chep à lui. À 15 h, non, c'est l'heure du repos. J'ai vu l'expression glacer les bières. Classer les cosmétiques. Ils se reconnaissent. L'autre type, c'est de faire attention à ne partage pas tout sur Internet. Moi, je connais beaucoup de personnes, de grandes personnalités de ce pays, qui ont des profils avec des amis, mais qui n'ont pas besoin de partager, qui lisent, qui réagissent parfois. Tu ne sauras pas que c'est la personne derrière. Donc, il faut faire attention à ce qu'on partage, parce qu'on s'expose. Là, c'est des très bons exemples. C'est-à-dire que quand tu me poses sur la vidéo, tu as grandi. Avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, avec l'IA, il y a des IA aujourd'hui qui peuvent te permettre de retirer la main au moment de la signer pour voir tout le document. Donc, il faut faire attention, parce qu'après, on devient ce qu'on appelle des cibles sociales. Et lorsqu'on est une cible sociale, c'est quelqu'un qui poursuit un objectif. L'objectif, c'est de vous détruire, de vous faire du mal. Et c'est facile, ça devient facile. Pour l'instant, on est encore dans un pays où on n'a pas 5 millions d'habitants, 10 millions. Mais imaginez-vous le même scénario, là, comme tu disais, en termes de contrat ou en termes de passeport au Nigeria. La personne peut faire une usurpation d'identité. Imaginons-nous avec ce que le NIP va apporter, s'il y a vraiment un lien qui se crée entre ton numéro de carte nationale d'identité, ton numéro d'identité sociale et toutes les choses qui vont, tu peux très bien te faire... Oui. Mais c'est ce que j'avais apprécié dans la démarche du ministère de l'Intérieur. On avait rencontré le ministre pour nous expliquer un peu la question de pourquoi la carte passait de 10 à 5 ans. Et il nous expliquait justement à cause de ces questions de sécurité, pour pouvoir préserver l'identité et puis avoir un fichier qui peut être actualisé. 10 ans, ça peut être trop long, mais 5 ans, je disais, c'est pertinent, mais il faut peut-être dire aux Gabonais qu'en fait, 5 ans, c'est pour vous question de sécurité de données. Donc, l'autre point que moi je rajouterais, rappeler, parce que tu l'avais déjà dit, l'autre point que je rappellerai encore, c'est celui d'utiliser vraiment l'onglet sécurité dans les paramètres de vos réseaux sociaux. Il y a tellement de mises à jour. À chaque fois, les réseaux sociaux font les mises à jour et on ne prend jamais le temps de regarder. Mais Gina, je te Vous avez vraiment... J'en ai été éduqué. Il y a des personnes, depuis qu'elles ont créé leur compte sur Facebook, non, jamais. En fait, la mise à jour s'est appliquée parce que c'était activé automatiquement dans le téléphone, mais les paramètres de sécurité n'intéressent personne. Ce qui intéresse ces gens, c'est de voir le nouveau buzz, la nouvelle cible sociale du jour, le nouveau fait marquant, et ils appellent ça même la trend. C'est ça avec TikTok, de voir la trend qui fonctionne. Une fois on surfe dessus, allez,
on passe à autre chose. Donc, les gens ont besoin d'être éduqués. Tu sais, on a parlé de cybercriminalité une fois avec un autre invité du podcast à l'époque où le podcast était encore audio. Et s'il y a une chose qui m'avait vraiment fait froid dans le dos, c'est quand il avait dit, tu sais, il y a des gens, moi le matin quand je prends ma douche, je pars avec mon téléphone et en fait je regarde les informations pendant que je prends ma douche. Je le faisais avant. Et il a dit, faut plus faire ça. Parce que quelqu'un, il peut très bien activer ta caméra de très loin, en fait. C'est pareil pour ton ordinateur. Parfois, on va s'endormir et puis on a posé l'ordinateur sur le lit et puis on met un film et puis on s'endort ou alors on fait sa vie de famille tranquille. Mais on peut très bien activer la caméra à distance. Et c'est vrai, parce que quand vous avez déjà eu un problème technique, et ça nous arrive ici avec nos ordinateurs, on a un technicien, on a des techniciens qui sont un peu partout, mais qu'ils soient en Égypte, qu'ils soient à Dubaï, qu'ils soient aux États-Unis, il va nous dire, va dans ton ordinateur, clique ici, clique là-bas, clique ici, et ensuite tu laisses. C'est fini. C'est-à-dire de là où il est, il gère maintenant ton ordi et il résout tous les problèmes. Et ça, on a tendance à l'oublier. Oui, mais en fait, on a besoin de... Même lorsqu'on voit un ordinateur ou un téléphone, il y a une manière d'utilisation. C'est vrai. Plus personne ne lit. Personne ne lit ça. La quasi-totalité des personnes ont l'onglet localisation activée. Donc, c'est plus facile de vous traquer, en fait. C'est vrai. C'est facile de savoir si vous êtes à bord d'un taxi ou pas. Peut-être que les gens ne mesurent pas, mais moi, le paramètre localisation, toujours désactivé. Dernière question, Boursier, avant de clore. Si tu pouvais t'adresser directement à ceux qui pratiquent le cyberharcèlement, tu t'es adressé tout à l'heure au député, ta caméra est là. Cyberharceleur, arrêtez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire avant qu'ils ne cliquent sur envoyer? Non, mais au cyberharceleur, arrêtez ça, s'il vous plaît, parce que c'est une question fondamentale. Vous êtes aujourd'hui le cyberharceleur, demain vous êtes le cyberharcelé. Donc imaginez la conséquence que cela aura dans votre vie et dans la vie de vos proches. S'il vous plaît, arrêtez ça. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Boursier Tunisia. Le message est passé et le message était très clair. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. En braquant nos projecteurs sur le pressing, nous avons vu comment un simple clic peut devenir une arme. Comment un mot virtuel peut briser des vies réelles. Boursier Chibina nous a rappelé que derrière chaque profil se cache un être humain, vulnérable et digne de respect, et qu'il n'y a rien de trivial dans la violence numérique. Pour les victimes, chaque injure non-stop résonne comme un coup porté à l'estime de soi. Pour les témoins, l'indifférence conduit au drame. Pour les responsables politiques, l'inaction face à un vide juridique tolère l'intolérable. Mais nous avons aussi découvert des pistes d'espoir, la force de la solidarité et de la responsabilité que chacun doit endosser. Si ce soir vous devriez retenir une chose, retenez que nous sommes tous acteurs dans la lutte contre le cyberharcèlement et nous pouvons tous changer la donne. Souvenez-vous, chaque idée, chaque action peut être le point de départ d'un changement durable. Retrouvez cet échange sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Un grand merci à l'équipe technique qui rend cet épisode et ce programme possible. Fallon Ndambo derrière la caméra, accompagné d'Ivanov et de Sanders. On n'avait personne à l'observation aujourd'hui, mais coucou à Serge Kofi et on se retrouve la semaine prochaine avec un invité tout aussi passionnant. D'ici là, faites attention à vous sur les réseaux sociaux. Au revoir.